Cours sur les positions relatives. Alors, une position relative est la situation d'une surface ou d'un volume par rapport à un autre. Donc quand on parle de position relative, c'est toujours, on compare toujours quelque chose par rapport à autre chose. Exemple, le sol dans une maison, il est perpendiculaire par rapport au mur. Donc, il y a bien une position relative du sol par rapport au mur. On ne peut pas dire qu'une chose est perpendiculaire. Elle est perpendiculaire à quoi? À autre chose. Donc, c'est une position relative. Alors, dans les positions relatives, on va voir ce qu'on appelle la perpendicularité, le parallélisme, la coaxialité, et puis il y en a un autre, c'est l'inclinaison. Alors, la perpendicularité, normalement, vous devez à peu près y connaître. C'est le premier exemple où vous avez par exemple ici une surface plane qui est perpendiculaire avec cette autre surface. Vous avez qu'à penser aussi au sol chez vous qui est perpendiculaire donc au mur. Alors après par contre on peut éventuellement avoir d'autres types de surfaces. Par exemple on peut très bien avoir une surface plane ici avec une surface cylindrique. Je rappelle qu'une surface cylindrique c'est, voilà, là vous avez une surface cylindrique. Voilà. Donc vous voyez là, ça forme une surface cylindrique. Alors cette surface cylindrique, c'est ce qu'on appelle des pièces de révolution. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici au milieu là, on a ce qu'on appelle un axe. Un axe qu'on ne voit pas, qui est un axe théorique, imaginaire. Mais cet axe-là, il passe par le centre du cylindre. Et si on fait tourner le cylindre par rapport à cet axe-là, c'est-à-dire ici, par rapport à ça, eh ben il va tourner bien rond, quoi, on va dire. Voilà. Donc l'axe, c'est important de le visualiser, de l'imaginer. Donc quand on va regarder comment sont positionnées des surfaces entre elles, si c'est des pièces de révolution comme le cylindre, on va regarder l'axe. Donc ici, par exemple, dans le dessin, l'axe de ce cylindre-là, il passe par le milieu évidemment. Donc je le fais en pointillé pour bien vous voyez. Alors cet axe-là, il est bien perpendiculaire par rapport à cette surface plane. D'accord? Je peux vous montrer par exemple un exemple. Si je prends cette pièce là, voilà, imaginons ça c'est la surface plane ici, là qu'on a ici, et bien mon cylindre, il est bien positionné perpendiculairement. Voyez? Donc vous regardez bien l'axe qui passe au milieu, vous regardez comment il est par rapport à la surface, s'il est perpendiculaire, c'est que le cylindre est perpendiculaire à cette surface. Voilà. Alors, cette perpendicularité, normalement, si vous vous souvenez bien, vous avez un angle de 90 degrés entre cette surface-là et celle-là, entre le cylindre ici et cette surface plane. Et puis vous avez un dernier exemple entre deux cylindres. Alors, quand on a deux cylindres, on va faire la même chose. On va regarder par où passent les axes. Donc, c'est-à-dire, l'axe, je vous rappelle, c'est la partie qui passe au centre. Donc, si maintenant je prends deux cylindres, qu'est-ce que ça donne? Regardez, ce cylindre-là, j'en prends un autre, et là, je le mets en contact. Vous voyez, ça fait à peu près ça. Et là, regardez, on voit bien qu'il y a un angle droit entre l'axe qui passe au milieu et cet axe-là. On a ce fameux angle à 90 degrés, donc perpendicularité. Donc là aussi, on va avoir un cas de perpendicularité entre nos deux cylindres. Alors, maintenant, on va voir le parallélisme. Alors, quand deux surfaces sont parallèles, ou deux droites parallèles, eh bien, elles ne se croisent jamais. Donc, en gros, si vous voulez, là, vous avez une surface plane et une surface plane. On voit qu'elles sont bien parallèles. Donc, ça veut dire que la distance entre les deux plans ne varie pas. C'est toujours la même, quels que soient les points qu'on considère. Le contraire de parallèle, ce serait ça. Là, on voit qu'on n'est pas parallèle et qu'à un moment donné, du coup, il va y avoir croisement des surfaces parallèles. Voilà. Sur cette pièce-là, on voit que cette surface-là, elle est parallèle à celle-là. Voilà. Cette surface plane est parallèle à cette surface plane. Alors, on pourrait aussi regarder, tiens, vous avez un trou aussi, là, un cylindre.
Donc on va regarder, on va imaginer. Alors un trou, hein, ça c'est une surface cylindrique aussi. Hein. Vous avez soit le cylindre qui est plein à l'intérieur, soit vous avez la surface cylindrique mais qui a été creusée, qui va par exemple pouvoir recevoir cette pièce à l'intérieur. Alors, quand on a après deux pièces cylindriques comme là, ben pareil, on va faire comme on a dit, les pièces de révolution, on regarde les axes, par où passent les axes. Hein. Donc les axes ils passent au centre. Donc regardez, je prends mes deux cylindres, voilà. Là, mes deux cylindres, ils sont parallèles. Vous avez les deux axes qui passent pile poil au milieu. Si je fais ça, je ne suis plus parallèle. Voilà. Vous voyez, pour être parallèle, il faut bien être comme ça. Comme les rails d'un chemin de fer. Voilà. Alors, parmi les pièces de révolution, il existe aussi ce qu'on appelle les pièces. Ici, vous voyez, là, la surface, là, elle a été biaisé, biseauté, alors ça s'appelle, bon, en termes techniques, c'est un chanfrein, et le nom de la surface, par contre, ça va être une surface conique, même tronconique. Alors, tronconique, je vais vous montrer un autre exemple, voilà, la pointe ici, cette partie-là de mon stylo, c'est une surface tronconique. Alors, tronconique, ça vient de quoi? Dans tronconique, on entend tronc, donc on a tronçonné la pointe du cône, parce qu'au départ, c'est une surface conique. On coupe la pointe et donc on obtient une surface tronconique. Si vous avez la pointe qui va jusqu'au bout, c'est ce qu'on va appeler une surface conique. Alors pareil, pour les surfaces coniques, comme c'est des pièces de révolution, c'est-à-dire qu'elles ont un axe central, si on fait tourner la surface par rapport à cet axe central, on ne va pas voir de variation si on faisait bien tourner. Hein. Voilà, vous voyez la surface, elle tourne toujours bien rond, comme tout à l'heure avec le cylindre. Donc là, pareil, on va regarder, imaginer l'axe qui passe au centre, là, comme ça, qui traverse ce tronc de cône, cette surface tronconique. On va regarder l'axe qui passe par là. Et pour regarder si on a un parallélisme. Par exemple, voilà, là, ici, on a l'axe qui passe au milieu. Ici, vous avez une autre surface qui, elle, est cylindrique. Alors, entre la surface tronconique et la surface cylindrique, si je suis comme ça, je suis bien parallèle. L'axe, et ils sont à la même distance, ça ne varie pas. Si je fais ça, c'est plus parallèle. Voilà. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle la coaxialité. Alors la coaxialité, c'est quoi? Dans coaxialité, vous entendez co et axialité. Alors axialité, ça vient de axe, un axe. Je vous ai déjà parlé des axes, c'est ce qui passe au milieu de, par exemple, d'une pièce de révolution, tel qu'un cylindre ou un tronc de cône. Alors, quand on a une coaxialité, ça veut dire qu'on est coaxial, ça veut dire qu'on est sur le même axe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'axe central, là, qu'on voit, hein, sur la première surface cylindrique et la deuxième surface cylindrique, et bien ces axes-là, ils sont pile poil sur le même alignement, sur le même axe. En gros, regardez, si je fais ça, je ne suis pas sur le même axe. Là, mes deux axes, ils sont parallèles. Vous regardez là, ils sont parallèles. Maintenant, si je veux les mettre sur le même axe, je vais être obligé de me décaler et de me mettre pile poil, voilà, sur le même alignement. Voilà. Alors évidemment, tout ça, ça sert à quelque chose en mécanique. Hein. Je vais vous donner un exemple tout simple. C'est si vous avez une porte chez vous, eh ben, vous remarquerez que les gonds et les charnières sont toutes bien alignées. Vous avez en général 3 gonds, 3 charnières qui sont toutes dans le même alignement. Si vous avez un problème d'alignement, votre porte, eh ben, vous n'allez pas pouvoir la manœuvrer correctement et vous risquez même de casser la porte ou les charnières. Voilà. Donc il faut impérativement un alignement correct. Donc une coaxialité. Alors, par exemple, maintenant si je prends avec le tronc de cône, eh ben, si par exemple je voulais mettre cet axe-là dans le même alignement, donc coaxial, là, c'est pas le cas. Là, je suis parallèle par rapport à celui-là, parce que vous imaginez l'axe, comme je vous ai dit, qui passe par le milieu, là, hein, qui traverse, comme ces surfaces de révolution. Ici, on imagine qu'il traverse. Voilà. Là, comme ça, on est parallèle. Si je fais ça, eh ben, mes deux axes, il y a un axe ici, un axe là, ils sont perpendiculaires. Et pour qu'il soit coaxial, je vais devoir le ramener pile poil en plein milieu, voilà, sur le même axe. Voilà. Là, donc, si vous voyez,
Alors je vous montre, voilà. Là, on est pile poil sur le même axe. Hein. Vous voyez, on est coaxial. Cette surface-là et cette surface tronconique sont coaxiales. Ensuite, il y a un dernier terme qui est l'inclinaison. Alors, inclinaison, ça vient du terme incliné. Quelque chose qui est incliné, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne va pas avoir un angle droit, par exemple, qui va avoir un angle différent de 90 degrés. Alors, je vais donner une explication. Alors là, on a vu les deux cylindres, par exemple. Ici, les deux cylindres sont perpendiculaires. Ici, parallèles. Là, coaxiaux. Donc, si on a déjà vu. Et maintenant, incliné, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être simplement un angle différent d'un angle droit. Alors, par exemple, si je fais ça, alors là, je suis incliné. On voit que on a un angle entre l'axe qui passe par cette pièce, là au milieu, là au centre. L'axe de cette pièce, il est au centre ici. Hein. Il sort. Et l'axe de cette pièce, il est comme ça aussi. Il passe au centre. Si on regarde les deux axes, un axe comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a un angle qui ne correspond pas à 90 degrés, donc on est incliné. Alors maintenant, si on a par exemple une surface plane, vous voyez là, on a une surface plane, et je prends ce cylindre par exemple, si je veux le mettre de façon inclinée, alors là, les deux sont perpendiculaires, là, cette surface plane et cette surface cylindrique sont parallèles, et ensuite, si on veut par exemple une inclinaison, voilà, vous avez une inclinaison. Pourquoi? Parce que vous avez cette surface plane, elle est là, et l'axe, il est ici, il est dans ce sens, donc on a un angle. Donc on va parler d'inclinaison. Voilà. Alors, il y a une deuxième feuille de cours qui reprend un peu les mêmes choses, hein, avec d'autres pièces. Alors ici, on retrouve la perpendicularité entre cette surface-là et cette surface-là. Hein, on a un angle de 90 degrés, donc on est perpendiculaire. Ici, on a l'axe du trou de cette surface donc cylindrique. Alors, la surface, là, il y en a qui vont penser qu'elle n'est pas cylindrique. Si elle est cylindrique, même si elle n'est pas terminée, même s'il n'y en a qu'une partie. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends ce cylindre-là, qui est complet pour l'instant, si je le coupe par le milieu là, hein, et ben j'aurai toujours cette surface-là, je considérerai toujours que c'est une surface cylindrique. D'accord? Même si j'en ai plus que la moitié. Voilà. Donc là, on a bien une surface cylindrique, creusée, c'est un trou. Si on prend l'axe, vous regardez par rapport à la surface du haut, là, cette surface plane en haut, ben, par exemple, c'est ni plus ni moins que cet exemple-là. Vous avez le trou, la surface cylindrique, et vous avez une surface plane dessus. Là. Donc regardez, quand on regarde, le trou par rapport à cette surface-là, ils sont bien perpendiculaires, parce que le trou il a été percé pile poil à 90 degrés par rapport à la surface ici. Hein. D'accord? Donc vous regardez bien l'axe, hop, il est bien à 90 degrés. On a un angle de 90 degrés ici. Là, vous avez les deux axes de cette surface cylindrique qui est un trou. Et là, vous avez un deuxième trou qui se croise en fait. C'est comme si on avait deux trous. Alors regardez, par exemple ici un trou, et ces deux trous, ils se croisent, vous voyez? Donc là, on va avoir l'axe ici, l'axe là, donc on obtient un angle de 90 degrés. Alors là, ils sont positionnés comme ça et comme ça, mais voilà, on a l'angle de 90 degrés malgré tout ici. Vous avez après l'inclinaison. Bon, l'inclinaison, on a vu que c'était un angle différent de 180 degrés. Donc là, entre cette surface-là et cette surface-là, on nous a mis 120 degrés, donc c'est incliné. Ici, vous avez une surface cylindrique, qui est un trou. Vous regardez l'axe par rapport à la surface du dessus, ben, le trou, il est incliné. Il est à 60 degrés. Voilà pour les explications. Ici, on se retrouve avec ici une perpendicularité entre ces deux surfaces-là, entre celle-ci là et celle-là. Ici, on a une perpendicularisité entre cette surface cylindrique parce qu'il faut considérer cet axe-là avec... pardon, là on est en train de regarder avec cette surface-là. Alors, c'est un parallélisme entre cette surface-là, là, de dessus, et cette surface cylindrique, on a un parallélisme. Parce que vous regardez l'axe, il est là, et la surface du dessus est comme ça. Donc, ça revient à avoir un peu ça. Hein. Vous avez la surface du dessus, là, l'axe du trou qui est là, et bien cet axe-là, il est parallèle à cette surface-là. D'accord? Parallélisme.
Ici, on a deux trous, deux surfaces donc cylindriques côte à côte. C'est des demi-trous, on a coupé donc les pièces en deux, mais ces deux demi-trous, si on regarde les axes de ces surfaces cylindriques, on s'aperçoit qu'ils sont à distance constante. La distance ne varie pas, donc ils sont parallèles. Ici, vous avez une coaxialité entre la surface du trou, la surface cylindrique du trou intérieur et la surface cylindrique extérieure. D'accord? Donc voilà pour surface cylindrique. Alors, juste pour montrer un exemple, voilà, ça c'est un petit vérin. Si par exemple on n'avait pas une bonne coaxialité entre cette partie-là, là, le piston qui va naviguer à l'intérieur, et le corps supérieur là, qui vient fermer, eh ben, on ne pourrait pas y emboîter. Là je peux rentrer, vous voyez, et il faut impérativement que cette pièce-là elle soit bien coaxiale par rapport à l'autre partie. Parce que si elle était décalée, on ne pourrait pas fermer correctement. Et le piston ne marcherait pas. Voilà. Donc c'est utilisé en mécanique de nombreuses fois.